Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette conférence de prestige. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur d'accueillir sur scène le professeur Daniel Debacker, qui, vous le savez, est réanimateur au Chirec à Bruxelles, qui est surtout et qui s'est imposé au fur et à mesure des années comme un des acteurs majeurs de la recherche dans notre discipline, notamment dans le sujet très vaste de l'hémodynamique. Daniel s'est beaucoup impliqué dans l'activité de notre société, dont d'ailleurs il a été secrétaire général. Il est aujourd'hui président de la Société européenne de soins intensifs. Daniel est belge et c'est le témoin du côté francophone de notre société. Daniel, la SRLF est très fière de te compter parmi ses membres et très heureuse de t'écouter maintenant pour cette conférence de prestige. Traitement du choc, du cœur au tissu. Bonjour, c'est effectivement un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de présenter cette communication. Et donc, quand on veut parler du choc, la première question qu'on doit peut-être se poser, c'est quoi le choc? Et donc, avec divers experts commis par la Société européenne, nous avons effectivement défini le choc comme une insuffisance circulatoire aiguë associée à une délivrance inadéquate d'oxygène aux tissus et surtout une consommation inadéquate d'oxygène au niveau des tissus, quelle qu'en soit la cause. Et donc ceci est effectivement le plus souvent lié à une délivrance insuffisante d'oxygène au niveau des tissus et qui résulte en une dysoxie cellulaire. Et donc il faut revenir un petit peu en arrière dans les années 70 et 80 pour effectivement comprendre ce que c'est exactement cette relation entre le transport et la consommation d'oxygène. Et dans les situations compensées, on a effectivement la consommation qui peut rester stable grâce à une augmentation compensatoire de l'extraction en oxygène. Cependant, il arrive un point où ces capacités d'extraction sont complètement dépassées et à ce moment-là, malheureusement, la consommation d'oxygène va diminuer. Et ceci définit un état de DO2 critique ou de VO2 critique et d'extraction critique. On peut regarder la SVO2 comme marqueur d'insuffisance circulatoire, mais faisons attention qu'on voit déjà que la SVO2 commence à diminuer avant d'atteindre ce point. Et donc ce ne sera peut-être pas toujours le meilleur marqueur pour dire nous sommes à ce point d'insuffisance circulatoire tel que la consommation d'oxygène devient dépendante de la délivrance en oxygène. Et donc pour cela, il faut peut-être regarder d'autres marqueurs, comme par exemple le lactate, qui lui monte à ce niveau de DO2 critique et qui donc peut servir de thermomètre pour nous dire qu'effectivement les cellules sont heureuses ou malheureuses. Et donc on a vraiment cet aspect complémentaire de la SVO2 qui évalue la balance entre la délivrance en oxygène et la consommation en oxygène, et le lactate qui évalue l'adéquation entre la consommation actuelle en oxygène et les besoins réels en oxygène des divers tissus. Mais il y a d'autres marqueurs que l'on peut aussi regarder. Et au laboratoire, nous avions, il y a au tempore, montré effectivement que le gradient véno-artériel en PCO2 monte de manière abrupte exactement au même moment de cette DO2 critique. Et donc, quand on veut évaluer au lit du malade la relation VO2-DO2, on peut faire ces relations complexes comme on l'avait fait dans les années 80 et 90, mais c'est effectivement extrêmement complexe, en plus d'être parfois soumis à certaines erreurs. Et donc on a changé, et plus récemment, on a 3 grands indicateurs qui nous permettent d'arriver à ce diagnostic, qui est d'une part la SVO2, mais également le lactate et ce gradient véno-artériel en CO2. Et donc c'est pour cela que dans divers articles de revue, lorsqu'on parle de management du choc, le lactate vient très haut. Très haut pour identifier les patients qui vont être en insuffisance circulatoire et qui peuvent bénéficier de nos diverses interventions. Et de très nombreuses études, et celle-ci en particulier, qui nous montrent près de 30 000 patients inclus dans la Surviving Sepsis Campaign, qui nous montrent qu'effectivement, on a une augmentation progressive et linéaire quasiment du risque de décès avec une augmentation du taux de lactate. Vous voyez d'emblée que ce n'est pas les sacro-saints 4 de lactate qu'il faut regarder, parce que déjà avec des taux intermédiaires de lactate, on a déjà une augmentation marquée du décès, et donc il est temps de réagir bien avant d'arriver à ce taux de 4. On fait souvent la critique que le lactate peut être dû à diverses choses et pas uniquement à une hypoxie cellulaire, et le point est bien pris.
Cependant, quand on voit chez des malades de soins intensifs, ici les patients en choc cardiogénique et en choc septique, nous avions mesuré simultanément le lactate et le lactate pyruvate, et on voit que dans la phase aiguë, à ce moment-là, la plupart des élévations de lactate sont liées à une cause hypoxique. Par contre, quand le temps passe, et ici c'était déjà 24 heures après l'émission, on se rend compte que très peu de patients présentent encore une hypoxie comme source de lactate. Par contre, d'autres sources commencent à prendre le relais. Et donc, lorsqu'on utilise le lactate, il faut effectivement être bien conscient du moment auquel on regarde le lactate. Dans les phases précoces, souvent, ça signale une hypoxie. Dans les phases plus tardives, ça signale d'autres facteurs pour lesquels peut-être il ne sera pas nécessaire de vouloir absolument manipuler l'hémodynamique du patient. Il y a d'autres facteurs, comme on l'a dit, les gradients de CO2 est également relativement important. Et ceci est une des études parmi les autres qui montre qu'effectivement, un gradient de CO2, surtout son évolution au fil du temps, est extrêmement indicateur du devenir du malade. Et on voit ici un lien tout à fait net avec ici le score de dysfonction d'organes ou, dans d'autres circonstances, le décès du patient. Mais plus important, si on fait l'analogie avec le quotient respiratoire, si on fait le rapport entre ce gradient de CO2 et la différence artério-veineuse en oxygène, on a quasiment le quotient respiratoire mesuré par les cathéters que l'on a au lit du malade. Et lorsque ce gradient est normal, on voit qu'effectivement, lorsqu'on augmente le transport en oxygène, il n'y a pas de modification de la consommation. Par contre, lorsque ce gradient est élevé, on voit ici qu'effectivement, pour une même augmentation de consommation de transport en oxygène, on a une augmentation de consommation d'oxygène. Et plus intéressant, ça donne une information additionnelle par rapport au lactate. Et ici, avec Gustavo Ospina, nous avons mesuré chez 135 malades le gradient et le lactate. Et on voit que les patients qui ont à la fois un lactate normal et un gradient normal ont un très bon devenir. Les patients qui ont un gradient altéré et un lactate élevé ont un très mauvais devenir. Et entre les deux, on a toutes les combinaisons possibles de survie avec des lactates élevés et ou un gradient élevé. Et donc, dans un papier qui va être publié dans quelques semaines dans Intensive Care Medicine, on a effectivement résumé un petit peu la manière dont on peut approcher ces gradients. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce gradient, lorsqu'il est normal, ça signifie tout simplement que la perfusion est normale et probablement le métabolisme aussi. Par contre, lorsque ce gradient est élevé, avant toute chose, ça suggère une altération de la perfusion. Si la SVO2 est normale, ce sera probablement une microcirculation altérée. Si la SVO2 est altéré, c'est au minimum une altération du débit cardiaque aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder en plus la différence artério-veineuse de contenu divisée par la différence artério-veineuse en oxygène et qui donc reflète le quotient respiratoire. Si il est moins d'1, on a une normoxie, c'est-à-dire on a une altération de perfusion, mais sans aller jusqu'à l'hypoxie cellulaire. Par contre, si c'est élevé, il y a une hypoxie cellulaire et donc probablement très grand temps de faire une intervention hémodynamique urgente chez ce patient-là. Et donc, lorsque l'on définit le choc, il faut aussi définir quel type de choc. Et Max Arriwell et Leo Tempore avaient aussi défini quels étaient les 4 grands types de chocs. Et vous le savez, il y a le choc obstructif, hypovolémique, cardiogénique et distributif. On va surtout s'intéresser au choc distributif, mais avant d'aller jusque-là, comment diagnostiquer les choses? Et là, les choses ont fortement changé. Comment diagnostiquer le type de choc? C'est avant tout, évidemment, l'échographie qui est en cause. Et ici, dans ce consensus que nous avons fait au niveau de la Société européenne, vous voyez qu'effectivement, l'utilisation de l'écho était vraiment le premier outil diagnostique pour évaluer le type de choc chez ce type de patients. Et donc, l'échographie revient très très haut, permettant effectivement de faire la séparation entre les 4 grands types de chocs. Je vous ai dit, on va surtout s'intéresser au choc distributif parce que les autres chocs sont relativement faciles à traiter. Le choc hypovolémique, il suffit de corriger le volume sanguin, il faut couper la source du saignement. Le choc obstructif, levons l'embolie pulmonaire ou la tamponnade. Le choc cardiogénique, tentons d'améliorer la fonction cardiaque. Mais pour le choc distributif, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'il n'y a pas seulement un problème. Il n'y a pas seulement un problème parce qu'effectivement, l'altération de perfusion tissulaire peut être due à plusieurs facteurs. Il y a d'une part, bien évidemment, la diminution du tonus vasculaire qui va altérer la répartition du sang au niveau des différents organes. D'autre part, il y a une dépression myocardique qui va jouer un rôle extrêmement important. Il y a une altération de la perfusion régionale. La répartition du sang entre les différents organes va être fortement altérée. Et enfin, les altérations de la perfusion microcirculatoire qui sont également extrêmement importantes. Et lorsque nous allons devoir traiter nos malades, nous allons devoir intervenir sur ces différents points. Le premier point qui était bien reconnu il y a de nombreuses années, c'était effectivement l'altération de la contractilité, qui est un phénomène totalement réversible, qui survient très rapidement et qui peut mimer parfois un aspect du myocardite chez certains patients.
D'autre part, l'altération de la perfusion régionale, avec, comme vous le voyez ici, le gradient entre la saturation veineuse hépatique et la saturation veineuse mêlée, qui est augmenté dans le sepsis, signant une désaturation préférentielle dans le territoire splanchnique. Et celle-ci a été montrée par de nombreux auteurs, y compris nous-mêmes, en faisant des cathétérismes au niveau de la veine sushépatique, chose qui est peut-être plus compliquée à faire actuellement, mais qui avait été faite dans les années 80 et 90 de manière assez répétée. Peut-être plus intéressant que simplement montrer qu'il y a cette altération de saturation, on peut se rendre compte que les patients qui présentent cette altération de saturation au niveau hépatosplanchnique ont aussi un phénomène de dépendance de consommation d'oxygène sur le transport d'oxygène, ce qui n'est pas observé chez les patients qui n'ont pas cette désaturation. Et vous voyez que pour la même augmentation de transport d'oxygène au niveau splanchnique, on a ces patients qui vont ici augmenter leur consommation d'oxygène. Donc ces patients-là ont probablement besoin d'une certaine intervention hémodynamique qui n'est probablement pas du tout nécessaire chez les autres. Et enfin, il ne faut pas oublier l'aspect intestinal. Et au niveau intestinal, vous voyez effectivement ici ces villosités chez un patient en choc septique qui, malgré tout, sont relativement heureuses. On voit une belle forme de villosité, on voit une perfusion tout à fait adéquate au niveau de ces villosités. Par contre, chez ces patients-ci, vous voyez que c'était une autre iléostomie, mais ce patient-ci, il a une atrophie de ces villosités. On voit aussi que la perfusion de ces petits globules rouges est extrêmement altérée. Et donc, ce patient-là a probablement une souffrance intestinale extrêmement marquée. Et ceci a d'ailleurs été illustré par diverses techniques où on a pu voir qu'effectivement, la saturation en oxygène ici peut parfois atteindre des niveaux extrêmement bas, avec des saturations de moins de 20% dans certaines zones de l'intestin chez les patients en choc septique. Une autre circulation qui est altérée et que nous négligeons parfois, c'est la circulation cérébrale. Et effectivement, comme vous voyez dans cette étude-ci, il existe une covariance entre la perfusion cérébrale évaluée par un Doppler transcrânien et la pression artérielle. Et ceci, comme vous le voyez, pour des niveaux de pression artérielle relativement élevés. Et ça, c'est inquiétant parce que lorsque nous allons évaluer quel est le niveau de pression artérielle que nous allons donner à notre patient, parfois nous allons nous tromper et mettre des niveaux relativement bas qui vont peut-être être associés à une hypoperfusion au niveau cérébral. Enfin, un phénomène tout à fait unique dans le choc septique, c'est également la perte de l'autorégulation au débit. En effet, chez vous et moi, lorsque le débit cardiaque va varier, il n'y a pas de modification significative au niveau du débit sanguin cérébral. Par contre, chez les patients en choc septique, nous avons montré avec Jacques Béret et Christian Melot dans les années 90 qu'effectivement, lorsque l'on donne de la dobutamine, on augmente la circulation cérébrale chez ces patients. Et enfin, pour terminer, il ne faut pas négliger la microcirculation. Ceci est une image de microcirculation chez un patient involontaire et on voit qu'effectivement, on a des vénules, on a des capillaires et on a un réseau assez riche de vaisseaux ici bien perfusés tous. Par contre, dans le choc septique, on voit qu'effectivement, les vénules sont toujours très très bien perfusées. On a certains capillaires ici, comme ceux-ci, qui sont très très bien perfusés et on a une zone très bien perfusée ici. Mais vous voyez juste ici à côté, on voit ces petits globules rouges qui ne bougent pas du tout et donc cette zone ici n'est pas perfusée pendant un temps non négligeable. Et donc, en chiffres, nous avions montré qu'effectivement, il y a une diminution de la densité vasculaire, mais plus important, une diminution de la proportion des capillaires perfusés qui contribuent aux échanges en oxygène au niveau de la microcirculation. Et ceci, même si le débit cardiaque total était préservé, même si la pression artérielle était préservée. Et l'hétérogénéité au niveau de la microcirculation est un phénomène extrêmement important. Et depuis notre publication Princeps en 2002, vous voyez que de très nombreux auteurs ont montré exactement les mêmes altérations. Et donc toujours cette diminution de densité vasculaire, diminution de perfusion capillaire et une hétérogénéité entre les diverses zones. C'est malheureusement lié au devenir du malade. Et on voit que plus sévères sont ces altérations, plus grand est le risque de décès chez ces patients. Mais peut-être plus important, il faut regarder quels sont exactement les facteurs qui vont contribuer à ce mauvais devenir. Et dans cette étude, bien que limitée en nombre de patients, elle est extrêmement intéressante, qui nous montre qu'effectivement, la diminution de la densité capillaire perfusée est associée au mauvais devenir, la diminution de la perfusion des capillaires également, l'augmentation de l'hétérogénéité l'est aussi, mais par contre, la vélocité à laquelle les globules rouges vont circuler dans les capillaires qui sont déjà perfusés n'est pas différente entre les survivants et les non-survivants. Et donc on passe du paradigme convectif où on va essayer d'augmenter la perfusion en augmentant le débit cardiaque, etc., à un phénomène diffusif où il faut recruter des vaisseaux plutôt qu'augmenter la vélocité des globules rouges qui circulent dans ces vaisseaux.
Alors, pour le traitement, comment va-t-on faire? C'est clair qu'on va regarder quels sont les facteurs qui sont associés à un mauvais devenir, et on voit clairement que l'hypotension est un facteur associé au mauvais devenir, de même qu'une dysfonction cardiaque avec une mauvaise SVO2, aussi bien qu'une pression veineuse centrale élevée. Et donc, est-ce que simplement corriger l'hypotension sévère améliore la perfusion tissulaire? Nous n'avons chez l'homme pas beaucoup de données, et peut-être que les seules données fiables que nous avons viennent de Claude Martin, qui, il y a quelques années, avait montré qu'effectivement, une correction de l'hypotension sévère est associée à une amélioration de la diurèse, mais également, le lendemain, une amélioration de la clearance créatinine. On a peu d'autres données qui viennent confirmer cela, parce qu'effectivement, c'est extrêmement difficile de faire des mesures fiables tant que notre patient est hypotendu et de prendre le temps de faire ces mesures, bien évidemment. Or, plus important, quel est éventuellement le niveau de pression que l'on veut atteindre? Et là, il y a plusieurs études qui ont été faites, et l'étude de Pierre Asfar, avec de nombreux collègues qui sont probablement dans la salle, a montré qu'effectivement, il n'y a pas de grosse différence en termes de devenir entre une pression relativement basse et une pression un peu plus élevée. Notons quand même que certains sous-groupes de patients pouvaient en bénéficier, mais que malheureusement, il y a d'autres effets secondaires qui font que malheureusement, de manière systématique, on ne peut pas proposer une pression plus élevée. Mais peut-être qu'une individualisation de la pression, comme proposée par Jacques Duranteau et son équipe, ici au niveau rénal, permettrait effectivement de dire que certains patients, comme celui-ci, ont probablement besoin de pression artérielle plus élevée, tandis que ces patients-ci, probablement, il vaut mieux s'arrêter à une pression relativement plus basse. L'autre aspect sur lequel nous avons beaucoup débattu, c'est l'optimisation de la précharge, et entre autres par l'administration de liquide. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est très long, pour simplement résumer que nous sommes ici toujours dans un grand questionnement. Faut-il donner beaucoup de liquide, peu de liquide? Comment administrer ces liquides? Quels paramètres utiliser pour dire que ce patient-ci a besoin d'un peu plus ou d'un peu moins de liquide? Ce que l'on sait dans les grandes banques de données, c'est qu'il y a visiblement une courbe en U avec une zone relativement correcte ici d'administration liquidienne. Et quand on donne trop de liquide, on a un mauvais devenir. Quand on donne trop peu de liquide, on a également un mauvais devenir. Donc tout l'art du médecin de soins intensifs, ça va être effectivement d'arriver à trouver ce bon équilibre. Et pour ça, il faut rester honnête, nous ne sommes pas toujours très bons. Dans l'étude que nous avons faite avec la Société européenne, on a vu qu'effectivement, parfois nous ne tenons pas compte de nos erreurs. Nous avons donné des liquides, nous avons vu qu'ils ne fonctionnaient pas, qu'il n'y avait aucun effet hémodynamique, et pourtant, vous voyez ici, quand les patients ont une réponse négative au premier test de remplissage, nous ne sommes pas capables de nous arrêter et nous continuons à redonner des liquides alors qu'on a prouvé que ce n'était pas efficace. Donc, de grâce, tentez de réfléchir. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de s'entêter, il faut trouver une alternative. L'alternative peut éventuellement être le traitement inotrope. Et pour les traitements inotropes, là, on a effectivement à décider quel patient peut en bénéficier. Et regarder simplement une dysfonction cardiaque par une altération de la fraction d'éjection n'est peut-être pas suffisant. Antoine Veiller-Baron avait bien montré ici que certains patients comme ceux-ci, avec une altération de la fraction d'éjection, ont cependant un index cardiaque extrêmement élevé et ne doivent pas avoir d'obutamine ou un autre inotrope. Voyons également que simplement mesurer des becs cardiaques sans faire l'échographie, sans se rendre compte qu'il y a une fraction d'éjection tout à fait normale, serait également mauvais, puisqu'effectivement ici on a des patients avec un bas débit cardiaque, mais qui n'ont pas besoin d'inotrope non plus, puisqu'ils ont déjà une contractilité excellente. Et donc l'échographie est excellente ici pour nous dire que nous avons ces patients avec un bas débit cardiaque associé, si pas dû, à une altération de la contractilité, qui probablement peuvent bénéficier d'agents inotropes. En cas d'agents inotropes, la dobutamine a été initialement proposée et reste probablement un excellent choix, même s'il y a certaines limitations, on l'admet tous. Le lévostimulant semble prometteur, au moins au niveau des études expérimentales, mais au niveau des études humaines, nous manquons un petit peu. Il y a juste l'étude d'André Morelli ici qui avait montré dans un tout petit groupe de malades que chez certains malades qui ne répondent pas à la dobutamine, le lévostimulant pourrait avoir une certaine place. Le traitement vasopresseur est également un sujet de grand débat et nous avons plusieurs récepteurs qui peuvent être stimulés et mener à une contractilité. N'oublions pas que nous pouvons également antagoniser les éléments qui, eux, vont mener à une vasodilatation excessive. Et pour ça, les agents adrénergiques sont évidemment ceux que nous utilisons le plus, mais évidemment, on les utilise pour l'effet alpha en oubliant parfois, ou en sachant qu'ils ont un effet bêta, mais en ne calibrant pas toujours son effet bêta. Et donc, si on est content de dire que plus on a de bêta, meilleur sera le débit cardiaque, on oublie que parfois, on risque d'avoir une stimulation bêta excessive. Et donc, quand on regarde en termes de débit cardiaque, on est souvent content de voir qu'avec un agent, on a un débit cardiaque meilleur qu'avec un autre, mais il ne faut pas se focaliser juste sur le débit cardiaque, parce que quand on regarde au niveau, par exemple, des circulations splanchniques,
on se rend compte que malgré le fait que le débit cardiaque était plus important, on avait une hypoperfusion splanchnique, malheureusement, également plus importante. Et donc l'autre aspect, c'est l'aspect métabolique, où il faut donc bien se rendre compte que celui-ci va être dépendant de la dose. Et si l'effet perfusionnel semble stationnaire lorsqu'on augmente fortement la dose, l'effet métabolique, lui, devient exponentiel et augmente fortement, menant à ce genre de situation assez embêtante où on voit une augmentation marquée du lactate, alors qu'on a exactement le même débit cardiaque, la même pression artérielle chez ce type de patient. Et c'était montré encore et encore, et donc dans une étude un peu plus grande, où on voit qu'effectivement une augmentation de lactate qui perdure pendant plusieurs jours. Et par contre, c'est associé également à une tachycardie plus importante, ce qui n'est peut-être pas non plus un effet très désiré. La dopamine a probablement été un des agents fortement utilisés, peut-être à raison, peut-être à tort, nous ne savons pas, mais on l'a utilisé sans trop savoir, en se disant ça peut avoir des effets bénéfiques. Et puis chaque fois qu'on étudiait quel était exactement cet effet bénéfique, on se rendait compte que l'étude ne montrait pas réellement cet effet bénéfique. Et donc, quand on regarde les études observationnelles, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y a un petit problème ici, puisqu'effectivement, l'utilisation de dopamine par rapport aux autres vasopresseurs semble associée à un surcroît de mortalité. Pour aller plus loin, nous avons conduit une étude multicentrique, randomisée, dans laquelle effectivement on comparait la dopamine comme un premier agent vasopresseur à la norépinéphrine comme un premier agent vasopresseur chez 1679 patients. Et ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative, mais une tendance quand même assez nette à avoir une mortalité peut-être un peu plus grande dans le groupe dopamine par rapport au groupe norépinéphrine. En tout cas, aucun avantage pour la dopamine en termes de survie, ça c'est clair. En regardant les sous-groupes, il était frappant de voir que les patients les plus sensibles au niveau du cœur, les patients en choc cardiogénique, avaient même un surcroît de mortalité lorsqu'on les traitait par dopamine. Et donc, il vaut mieux traiter ces patients par norépinéphrine, contrairement aux guidelines de l'époque. Chez les patients en choc septique, il y avait une tendance, mais elle n'était pas plus grande que ça. Quand on regardait par contre les effets secondaires, il était évident de se rendre compte que les arythmies étaient beaucoup plus fréquentes chez les patients traités par dopamine, et dès lors, on peut se demander s'il n'y a pas de gain en termes de survie, pourquoi avoir plus d'effets secondaires. Mais heureusement, au même moment, il y a d'autres études qui sont sorties, qui avaient à peu près le même design, qui étaient en moins grand collectif de malades, et qui montraient finalement la même tendance, et exactement le même problème d'arythmie plus importante. Et donc, en toute logique, quand on a la même tendance, quand on fait une méta-analyse, on se rend compte qu'effectivement, une méta-analyse nous montre qu'il y avait un surcroît de mortalité chez les patients en choc septique traités par dopamine, et donc il vaut mieux utiliser la norépinéphrine chez ces patients. On peut se dire qu'éventuellement, il faut utiliser des agents non adrénergiques, et pour ça, on a le choix avec la vasopressine et l'inhibiteur du monoxyde d'azote. Mais là, on peut dire qu'on est encore un petit peu en perplexité. On a effectivement l'étude VASS, qui est la seule large étude qui a comparé la vasopressine à la norépinéphrine, sur laquelle il y a une petite tendance, mais loin d'être significative. Et donc, un sous-groupe semblait montrer une amélioration de survie. On attend des données plus définitives. L'étude Vanish, qui a été présentée à Berlin, ne montrait pas d'avantage, pas d'inconvénient non plus à utiliser la vasopressine. Donc, on reste un petit peu sur sa faim. Il y a probablement une subpopulation qui pourrait en profiter, mais nous devons encore l'identifier avec plus de détails. D'autres alternatives, comme l'inhibition du NO, ne sont vraiment pas favorables, et donc il vaut probablement mieux les éviter. Les dernières minutes de cet exposé, je vais passer à discuter un petit peu quelque chose que nous ne faisons pas encore trop souvent au lit du malade, qui est effectivement se poser la question comment réanimer ou ressusciter plus exactement la microcirculation. Parce qu'effectivement, on s'est fort attaché à l'hémodynamique systémique, mais je vous ai dit d'emblée de jeu qu'un des problèmes, c'est que même quand les organes reçoivent assez de sang, au sein de l'organe, la distribution du sang est altérée et les organes et les cellules peuvent donc encore être hypoperfusées, même si la perfusion globale semble préservée. Et donc, là, on rentre dans un paradigme, encore une fois, qui est extrêmement important, puisqu'on ne va plus parler d'aspects convectifs, mais beaucoup plus d'aspects diffusifs. Et donc, est-ce que les thérapies que nous appliquons sont capables de recruter la microcirculation ? Et donc, regardons par exemple quel pourrait être l'effet des perfusions liquidiennes chez ce genre de malades. Et donc là, nous avions, encore une fois avec Gustavo Ospina, regardé quel était l'effet des perfusions liquidiennes sur la microcirculation sublinguale. Et ce que nous avions observé était assez intéressant. C'est qu'effectivement, de manière globale, il y avait une augmentation de la perfusion microcirculatoire sous la langue. On voyait qu'effectivement, il y avait une augmentation ici chez ces patients-là, mais ça ne se marquait que dans les phases précoces, dans les 24 heures, et les 9 dixièmes des patients avaient été inclus dans les 12 heures de la présentation du choc. Par contre, lorsqu'on faisait les mêmes réanimations liquidiennes, mais après 48 heures,
on ne voyait plus d'effet chez ces patients. Et donc, cet effet semble limité au fil du temps. Un autre aspect extrêmement important, cette pierre au moulin a été additionnée par Jacques Duranteau et son équipe, qui a montré qu'effectivement, on peut avoir aussi un effet qui est peut-être saturable. Lorsqu'on donne une première quantité de liquide, on a une amélioration en microcirculation. Lorsqu'on donne une deuxième quantité de liquide ici, on voit qu'il n'y a plus de modification significative de la microcirculation, même si le débit cardiaque augmente encore chez ces patients. Et donc là, il y a visiblement une certaine quantité minimale pour réouvrir la microcirculation, mais après ça, ce ne sont plus les liquides qui vont faire l'effet, il faut trouver d'autres alternatives. Cependant, il ne faut pas se priver de donner des liquides, parce qu'effectivement, on voit que lorsque la microcirculation s'améliore, sous l'impact des perfusions liquidiennes, on a le lendemain une amélioration du score de dysfonction d'organes. Et donc clairement, c'est un très très bon indice d'une efficacité de notre réanimation liquidienne. Au contraire, lorsqu'on n'a pas d'amélioration de la microcirculation, il n'y a pas non plus d'amélioration de la perfusion, de la dysfonction d'organes le lendemain. On peut se dire que peut-être que des liquides plus nobles, comme les transfusions de globules rouges, pourraient avoir un effet, mais là aussi, un effet extrêmement nul quand on voit effectivement de manière globale, mais peut-être de manière individuelle, les choses sont un peu différentes, parce que clairement, les patients qui avaient une microcirculation relativement normale en bénéficiaient. Mais le corollaire était les patients qui avaient une microcirculation presque normale ici, par contre, avaient un effet complètement délétère de transfusion, et donc il faut donner qu'aux patients qui ont une altération marquée de la microcirculation. Les agents vasoactifs au laboratoire ont souvent un effet assez favorable. La dobutamine peut améliorer la perfusion. Chez l'homme, on a un effet aussi, mais comme vous le voyez, c'est un effet extrêmement variable qui ne peut pas être prédit par les modifications des débit cardiaque, mais qui par contre sont heureusement associées aux modifications de lactate. Et donc si vous donnez la dobutamine, que vous voyez une diminution de lactate, c'est probablement qu'effectivement vous êtes dans le bon. S'il n'y a pas de diminution de lactate, c'est peut-être pas la peine de continuer dans cette ligne-là. Les agents vasopresseurs sont évidemment utilisés pour corriger la pression artérielle, mais il faut faire attention parce qu'ils vasoconstrictent également potentiellement la microcirculation. Et donc, quand on regarde au niveau d'un sepsis normotendu, on a un effet clairement délétère de tous les vasopresseurs. Par contre, lorsque l'on veut corriger une hypotension sévère, comme dans cette étude expérimentale-ci, on voit qu'effectivement, on a une amélioration à ce moment-là de la microcirculation, aussi bien par norépinéphrine que par vasopressine. Et pour terminer, il faut évidemment discuter l'impact des agents vasodilatateurs, puisqu'effectivement, quand on applique localement un agent vasodilatateur, on voit qu'on a une amélioration de la microcirculation. Quand on applique de manière systémique ici la nitroglycérine, on voit qu'on a une certaine amélioration, mais c'était une petite collectif de 8 malades et il donnait en même temps une grande quantité de liquide. Dans une étude un peu plus grande, randomisée, il n'y a pas eu d'effet bien significatif et donc on peut se demander si c'est vraiment l'agent de choix, d'autant plus que probablement il n'est pas très très sélectif. Et donc, il faut probablement plutôt viser à moduler la fonction endothéliale. Et pour cela, je pense qu'un des clés, c'est probablement de regarder à la hénosynthase endothéliale. En effet, dans une situation normale, lorsqu'elle est couplée, en présence d'oxygène et d'arginine, on produit d'une part la citrulline, mais surtout du monoxyde d'azote qui va être vasodilatateur. Quand par contre, comme ça existe dans le sepsis, elle est découplée, même si l'arginine est présente et même si l'oxygène est présent, cette enzyme ne va plus fabriquer du NO. Et par contre, elle va fabriquer plein de radicaux libres, et en particulier peroxynitrique, qui peut être toxique au niveau de la cellule endothéliale, mais également au niveau du tissu environnement. Et donc peut-être qu'en restaurant l'activité, le couplage de cette hénosynthase, on pourrait éventuellement améliorer les choses. Et nous avons testé cette hypothèse au laboratoire, où effectivement, en donnant la tétrahydrobioptérine, qui est ce cofacteur de cette hénosynthase, on a pu montrer qu'on améliorait très fortement la microcirculation de ces animaux. De manière plus intéressante encore, on diminuait l'hétérogénéité de la microcirculation, c'est-à-dire qu'on homogénéisait la microcirculation, ce qui était extrêmement important, et c'était associé à une meilleure fonction d'organes et un meilleur devenir de ces animaux. Donc ça mérite évidemment d'aller plus loin et de faire des études probablement chez l'homme, parce qu'il y a probablement peut-être des effets au long cours qui ne doivent pas être négligés, mais c'est en tout cas une voie d'avenir extrêmement prometteuse. Et donc, pour terminer, quand on parle de réanimation du choc, il faut évidemment toujours penser qu'il y a différentes phases dans cette réanimation. La toute première phase, on fait le sauve qui peut, on essaie de maintenir vaguement une pression artérielle comme il faut, et puis on ne va pas beaucoup plus loin. Et puis la phase suivante, qui est peut-être la plus importante pour nous, réanimateurs, c'est la phase d'optimalisation, dans laquelle effectivement on va tenter d'optimaliser la perfusion tissulaire. Mais n'oublions pas qu'une fois cette phase aiguë passée, nous devons bouger vers une phase d'abord de stabilisation et puis ensuite de désescalade dans laquelle nous allons minimiser les complications et tenter le plus rapidement de sevrer les catécholamines et également d'obtenir une balance hydrique négative à ce moment-là.
Et avec cela, on a fait, je pense, au fil du temps, beaucoup d'améliorations dans le traitement de nos patients en choc. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, je pense que la recherche au lit du malade reste extrêmement importante pour tenter d'améliorer les choses dans ce contexte-là. Avec ceci, je vous remercie.